Vous vous demandez pourquoi vous êtes en relation avec quelqu'un qui soit est très évitant et vous montre peu de signes affectifs, soit au contraire manifeste beaucoup de jalousie, est très possessif ou est très anxieux et commence à avoir vraiment de la panique dès que vous commencez à vouloir avoir une petite vie indépendante en dehors de votre couple. Vous vous sentez dans une relation maltraitante, une relation toxique. Dans cette vidéo, je vais décrypter comment ça se fait que vous êtes attiré par ce type de personne et que vous reproduisez ce genre de schéma et aussi quelles sont les solutions. C'est parti! Je vais commencer par vous parler de ce qui s'appelle la théorie un petit peu de l'attachement qui vient de Bowlby. On voit qu'il y a 4 types différents d'attachements qui peuvent exister dans les relations et justement vous allez pouvoir percevoir quel est votre type d'attachement ou quel est celui de votre conjoint ou de votre conjointe. J'ai beaucoup accompagné en coaching des personnes qui vivent ce type de troubles et je vous ferai part aussi des expériences que j'ai eues et de comment j'ai pu traiter ça. Alors effectivement, dans les attachements, on va avoir l'attachement le meilleur, ça va être l'attachement sécure. Alors c'est quoi l'attachement sécure? En fait, la manière dont on a appris à s'attacher, ça va venir vraiment de comment on a appris à s'attacher quand on était enfant par rapport à nos parents. Alors je dis par rapport à nos parents, mais c'est pas toujours par rapport aux parents, en tout cas c'est par rapport aux figures d'attachement. Parce que quand un enfant il grandit, il a besoin d'avoir quelqu'un vers qui il peut revenir quand il se sent en danger, quand il se sent en insécurité. Alors qu'est-ce que c'est qu'un attachement sain qui va conditionner du coup nos relations affectives plus tard dans notre vie? Un attachement sain, c'est un attachement où le parent ou la figure d'attachement qui était présente était ce qu'on appelle un caregiver en anglais ou une figure d'attachement en français. C'est un parent qui était là quand l'enfant avait besoin de lui. Par exemple, l'enfant pouvait avoir besoin d'explorer le monde. Par exemple, quand il est tout petit, la pièce d'à côté où il y a peut-être des invités qu'il ne connaît pas forcément. Puis plus tard, aller à la crèche, puis plus tard, aller à l'école et puis plus tard, pouvoir voyager seul, etc. En tout cas, vivre une vie de manière autonome sans se sentir en danger. Eh bien, un attachement qui est sain, c'est justement quand l'enfant explore le monde parce qu'il a deux parties l'enfant. Il a une partie en lui où il a besoin d'être très attaché à son parent, recevoir la sécurité, l'affection. Et il a une autre partie qui le pousse à explorer le monde et à devenir de plus en plus autonome. Et en fait, un attachement sécure, c'est quand l'enfant peut du coup faire ses va-et-vient entre le fait de se dire j'explore le monde de l'inconnu, mais d'un coup j'ai peur, qu'est-ce qui se passe, ça je connais pas, ça a l'air dangereux et tout. Vite, 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 vite. Je reviens vers le parent. Et là, en fait, qu'est-ce que je retrouve? Je retrouve de la sécurité. C'est un petit peu l'exemple d'un camp militaire, un camp de base où on part un petit peu à la conquête du monde. Pourquoi pas des fois faire un peu la guerre, mais en tout cas, hop, on revient vraiment vers le camp, vers la base qui est notre sûreté. Et c'est ça une figure d'attachement sécure. C'est quelqu'un vers qui, dès que l'enfant va avoir un petit peu cette peur-là, l'attachement, la sûreté sera vraiment sécure. Et donc, qu'est-ce que ça va créer? Ça va créer effectivement un attachement sain où l'enfant va pouvoir se développer. Et dans la vie affective, effectivement, ça va être des relations plus tard qui vont être saines parce que c'est comme ça que ça se sera programmé dans le cerveau. C'est-à-dire que dans le cerveau, l'enfant, il pourra se dire, OK, je peux être en couple, je peux m'attacher, mais je peux aussi avoir des amis ou l'autre peut aussi avoir ses propres amis. Voilà, j'ai pas besoin d'avoir peur pour ça ou voilà, je vais pas me fermer à la relation affective. Voilà, donc ça c'est pour l'attachement sécure. Maintenant, qu'est-ce qui peut arriver selon comment l'enfant il a grandi, selon comment il a évolué? Alors, si par exemple, vous avez eu un enfant où c'était plutôt avec des parents qui n'étaient pas très démonstratifs et dans un style plutôt insécure. Par exemple, l'enfant, je vous dis n'importe quoi, il a peur du noir et dès qu'il est dans sa chambre dans le noir, le parent il lui dit « Non, non, tu dors dans le noir, écoute, c'est comme ça » et il fout le gamin dans le noir. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas super top pour l'enfant parce que l'enfant, il est paniqué, il est complètement terrorisé. Ou par exemple, je sais pas, il y a un anniversaire et puis le parent il va dire « Écoute, non mais j'ai peur d'y aller, tu vas être là, non, non, je te dépose et puis voilà, ou je te mets à l'école et puis voilà, débrouille-toi tout seul. » Et l'enfant, il est du coup hyper terrorisé. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir donc un type d'attachement insécure et il peut y avoir sur les parents comme ça qui n'étaient pas très affectueux ou quand le parent, il retrouve ses parents, le parent manifeste pas beaucoup de joie ou il est plutôt distant avec son enfant. Ça va générer du coup une forme de mécanisme de défense qui va se mettre en place où l'enfant va se dire, je dois compter que sur moi-même au niveau vraiment une forme de grande autonomie, de très très grosse indépendance et on va avoir ce qui s'appelle les styles évitants dans la relation affective. Donc les styles évitants, ça va être des gens effectivement qui vont avoir du mal à démontrer leur affection, à s'attacher et ils vont plutôt sembler un petit peu froids. Et même si au départ dans la relation, ils peuvent être très investis, rapidement, quand il s'agit de démontrer des signaux affectifs, de dire je t'aime, de prendre la personne dans ses bras, etc., ça va du coup être des gens qui vont être peu démonstratifs, peu affectifs, probablement c'est plutôt des gens qui ont eu un attachement évitant quand ils étaient enfants, donc c'est pas très sécure comme type de relation. On appelle ça voilà, les évitants affectifs ou les frileux affectifs. Ils ont du mal à
prendre dans les bras, faire des câlins, etc. Autre chose qui peut être possible, là vous allez avoir le contraire, vous allez avoir un parent qui lui-même va être très anxieux et c'est-à-dire que l'enfant, lui, quand il manifeste une sorte de peur, le parent voyant que son enfant a peur, a très très peur du coup pour son enfant. Donc par exemple, l'enfant va dire ah bah tiens je voudrais me rendre, j'ai un anniversaire, je voudrais y aller. Soit le parent va lui dire bah n'y va pas, ne va pas du tout à l'anniversaire, t'as qu'à rester à la maison. Donc du coup l'enfant il n'a pas du tout l'habitude de développer son autonomie, à sortir de chez lui, à explorer le monde, etc. Soit au contraire, le parent il va lui dire non mais je reste avec toi, je reste avec toi. Donc ça c'est ce qui va s'appeler les styles ambivalents, l'attachement vraiment anxieux. Le parent va lui aussi être très anxieux, c'est-à-dire que quand l'enfant a été laissé seul à la crèche ou à l'école, etc., le parent aura tellement eu peur de laisser son enfant seul que quand il va retrouver l'enfant, l'enfant va ressentir que le parent a été très très anxieux. Donc l'enfant va enregistrer de se dire ah oui, le monde est dangereux et j'ai vraiment besoin de fusionner, d'être vraiment très très proche de ma figure d'attachement. Donc là, ça va développer plus tard des personnalités un peu plus dépendantes. On peut avoir aussi des troubles borderline, en tout cas des troubles de l'attachement qui vont être des troubles vraiment de type anxieux, à vraiment considérer que c'est un danger avec des personnes qui ont tout le temps besoin vraiment de fusionner dans la relation, ou peut-être d'être très jaloux si la personne s'en va parce que automatiquement, dès qu'on défusionne, c'est vécu comme étant un danger pour l'enfant. Donc là, vous allez avoir des attachements anxieux, des attachements ambivalents. On va parler maintenant de la pire manière de s'attacher. Là, c'est ce qu'ils appellent l'attachement désorganisé. Et en fait, ça va arriver chez les enfants qui ont vraiment vécu une très grande insécurité au niveau affectif. Donc, quel est ce type d'insécurité affective? Ça peut être des parents qui n'étaient pas du tout fiables, c'est-à-dire dans leurs émotions. Tantôt, ils naviguaient entre d'être contents de retrouver leurs enfants. Tantôt, ils étaient au contraire d'un coup une crise de nerfs ou de la colère. Et puis l'enfant, il était puni, il savait pas pourquoi. Les pires des pires, c'est les enfants qui ont vécu des maltraitances physiques. Donc, ça peut être vraiment d'avoir été des enfants battus par leur figure d'attachement ou des enfants qui ont vécu des incestes. Donc, vraiment une très grande insécurité. Ou par exemple, un parent qui est décédé ou d'un coup, l'enfant, il avait plus du tout sa figure d'attachement. Elle a disparu, elle était plus du tout là. Ou un enfant qui a été trimballé de famille d'accueil en famille d'accueil. Et puis, en fait, à force d'être trimballé comme ça, il sait plus du tout vers qui s'attacher. Donc là, c'est les pires manières qui flinguent un petit peu le système d'attachement plus tard dans la vie adulte, parce qu'on va appeler ça l'attachement désorganisé. L'enfant, en fait, va avoir des comportements dans l'attachement qui sont complètement erratiques. À la limite, des fois, soit il s'en fout que la personne elle est là, soit il se met à faire n'importe quoi. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de cohérence par rapport à l'attachement. On ne sait pas trop par quel bout prendre la personne. Et surtout, dans les types d'attachement désorganisés, qu'est-ce que l'enfant il a appris? Il a appris à se dire les gens qui sont censés m'aimer et avec qui il y a de l'amour, du coup, ça peut se mêler à de la violence, de l'abus de soi, c'est-à-dire que les personnes que j'aime potentiellement peuvent être dangereuses envers moi. Donc ça peut être plus tard des personnes qui elles-mêmes se mettent à battre leurs enfants ou être vraiment désorganisées. Donc ça, c'est les pires. On va vraiment avoir des grands profils parfois qui sont très narcissiques ou vraiment antisociaux, des gens qui imposent leur volonté, qui ont un modèle du monde extrêmement fermé et qui imposent vraiment leur autorité, qui tiennent absolument pas compte des besoins des autres. Voilà, ça va vraiment engendrer ce type de conséquences chez ces personnes-là, donc vraiment avec des attachements ultra désorganisés compte tenu du vécu de la personne. Du coup, effectivement, qu'est-ce qui va se passer? Souvent, si vous-même, vous pouvez vous reconnaître avec soit un de ces troubles de l'attachement ou un attachement anxieux ou un peu plus évitant et que vous vous reconnaissez un petit peu dans une de ces catégories ou en y étant complètement, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Il vaut mieux se mettre en couple avec quelqu'un qui va être plutôt sécure avec vous, qui va avoir un style d'attachement sécure. Parce que du coup, si je prends par exemple quelqu'un qui est très anxieux dans son type d'attachement, bah tiens, il y a mon chien qui vient me voir. Moi, lui aussi, il veut de l'attachement. Hein. Il veut de l'attachement sécure, voilà. Si vous avez eu quelqu'un, par exemple, qui était dans un attachement anxieux et qui se met en couple avec quelqu'un qui est plutôt dans un style évitant, le style évitant de la personne va renforcer le type anxieux de la personne. Donc, vous voyez, ça va pas être une relation qui va fonctionner de manière optimum parce qu'en fait, les deux personnes vont vraiment plutôt aller s'appuyer sur leurs blessures réciproques. Donc, souvent, l'idéal, c'est d'être sécure quand on est deux personnes sécures. Généralement, ils regardent même pas la vidéo parce qu'ils se posent pas la question, ça se passe bien dans les couples. Mais si cette vidéo vous a interpellé, c'est probablement que vous avez pu vivre des choses où vous êtes sécure, mais que vous avez pu vivre avec quelqu'un qui présentait ces troubles ou vous-même vous êtes reconnu dans ces troubles. C'est plutôt de se mettre en relation avec quelqu'un de sécure. Si vous êtes en couple depuis longtemps et que vous souhaitez maintenir la relation et que vous vous reconnaissez dans un de ces troubles, forcément, ça va être de vous faire accompagner, de faire un travail sur vous pour pouvoir
sortir de ces troubles. Alors ça se passe avec le temps, hein. Ça va pas se faire en 1 ou 2 séances, hein. Il faut compter un accompagnement sur quelques semaines, voire quelques mois, parfois dans les cas les plus importants sur quelques années. Mais en tout cas, ça va être du coup prendre en charge le trouble pour pouvoir retrouver soi-même un attachement sécure et être ce qui s'appelle quelqu'un de résilient. Donc quelqu'un de résilient, c'est quelqu'un qui a vécu une blessure dans sa vie, mais qui a pu la réparer par l'accompagnement. Voilà. Souvent, pourquoi c'est bien d'être avec quelqu'un qui est sécure? Ce qui est bien quand on est avec quelqu'un de sécure, c'est que la personne, elle va pouvoir supporter et gérer notre trouble sans trop elle-même le vivre comme une souffrance, parce qu'elle va se dire, ok, la personne, par exemple, elle a besoin beaucoup d'attachement, je peux la rassurer, il n'y a pas de problème pour moi de la rassurer, mais je peux aussi lui dire, tiens, lui réapprendre. Et on a des relations comme ça qui plus tard peuvent être des relations réparatrices. Voilà, on va se mettre avec quelqu'un de sécure. Maintenant, par rapport vraiment au cœur de cette vidéo, pourquoi on se met en relation avec des mauvaises personnes? Moi, ce que j'ai constaté, là, je vais vous faire part vraiment de moi, ce que j'ai vu en tant que coach, thérapeute, vraiment dans les accompagnements, dans les personnes que j'accompagnais. En fait, souvent pour les personnes qui ont vécu des scénarios comme ça, négligents un petit peu dans leur famille, où ils ont été négligés effectivement par leurs parents, ce que j'ai remarqué, c'est que notre cerveau, il est tellement conditionné à avoir eu l'habitude d'être aimé de cette manière, par exemple, soit avoir eu l'habitude d'être aimé par une figure d'attachement de quelqu'un qui était très absent, ou quelqu'un de très anxieux, de très possessif, de très fusionnel, ou au contraire quelqu'un de maltraitant. Notre cerveau va avoir l'habitude d'être attiré par ce qu'il connaît. Et ce qu'il connaît, c'est ce type de représentation de relations affectives. Donc automatiquement, on peut être attiré et tomber amoureux de ce style de personne. Là où quelqu'un de sécure, qui va vraiment nous apporter une sécurité affective, on peut se dire à ce moment-là, non mais en fait, c'est bizarre, je me sens pas amoureux de cette personne. Donc le cerveau peut vous amener à tomber amoureux des mauvaises personnes pour vous, voyez. Autre chose que je vois et que j'ai constaté vraiment dans mes accompagnements, c'est qu'il peut y avoir en fait une idée de réparation qui soit inconsciente. C'est-à-dire qu'en fait, l'enfant ayant souffert d'avoir un parent par exemple négligent, pas vraiment présent pour lui, se condamne lui-même à se dire, parce que l'enfant, il se dit jamais c'est la faute de mes parents. L'enfant, il se dit toujours qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ça doit venir de moi le problème. C'est moi qui dois être dysfonctionné pour que mon parent me néglige. Ça veut dire que peut-être je suis pas quelqu'un d'aimable, ou je suis compliqué, je suis trop dur à aimer. La preuve, mes parents n'ont pas été très sécures avec moi. Et donc du coup, il peut y avoir inconsciemment une tentative de réparation à se dire, si je me mets avec quelqu'un qui reproduit avec moi le schéma que mon parent avait, mais qu'avec cette personne, vraiment je m'améliore et que je suis bien, etc. et tout, même si c'est une relation très souffrante, peut-être que je vais pouvoir enfin être aimé par quelqu'un qui à la base me négligeait. Et en fait, la volonté, c'est de vouloir vivre un scénario réparateur, une réparation avec cette relation qui partait sur une base dysfonctionnel. Sauf que dans la réalité, quand la personne se met avec quelqu'un comme ça qui dysfonctionne au niveau affectif, qu'est-ce qu'elle fait la personne? Elle ne fait que reproduire une blessure dans laquelle ça va la renforcer dans son schéma. Alors si c'est un style évitant, son schéma qui sera renforcé, ça sera de se dire décidément, je ne peux compter que sur moi-même et je suis encore tombé sur quelqu'un qui me négligeait, c'est pas grave, je vais vraiment renforcer mon indépendance et ne compter que sur moi-même. Soit chez un type anxieux, il va tomber sur quelqu'un qui du coup peut être très jaloux, très possessif, ou au contraire la personne qui peut être un peu négligente, mais où du coup, j'oubliais de dire que les types anxieux, comme ça très fusionnels, peuvent aussi avoir été des enfants avec des parents abandonnants, peu présents, pas que des parents angoissés, mais qui eux, on ne sait pas pourquoi, ils ont développé un type anxieux, c'est-à-dire vraiment besoin d'être très attaché. Et là, c'est des gens qui peuvent se mettre en couple avec quelqu'un qui va voir un peu ailleurs, qui est pas très fidèle, en tout cas qui sécurise pas beaucoup la relation, avec une grande dépendance affective, de tomber amoureux de ces personnes qui sont pas très fiables, pas très stable. Voilà, donc c'est pas évident parce que quand on est dans ce cas-là, en fait, malgré soi, on ne tombe pas amoureux des bonnes personnes, on est inconsciemment attiré par des personnes un petit peu toxiques. Chez les personnes aussi très anxieuses dans le côté affectif, chez les ambivalents, ils peuvent aussi tomber sur quelqu'un de désorganisé, c'est-à-dire quelqu'un de très narcissique, tout le temps tourné vers lui dans la relation, que dans son modèle du monde, et croire que parce qu'ils vont être hyper à l'écoute, hyper empathiques envers l'autre, toujours à répondre avec ses besoins, que ça finira par améliorer la personne. On est un petit peu finalement dans l'illusion du conte de fées de la belle et la bête, cette belle qui croit que par son amour, elle va transformer la bête en un prince charmant, sauf que ça n'arrive jamais dans la vraie vie, puisqu'en réalité,
La seule personne qui peut se changer, c'est elle-même si elle le décide en faisant appel à un accompagnement. Alors, qu'est-ce que je fais moi dans mes accompagnements quand j'accompagne ce type de personnes avec notamment la PNL, l'analyse transactionnelle, l'énéagramme, parce que dans l'énéagramme aussi, hein, selon les profils de personnalité, on peut voir qu'il y a différents troubles de l'attachement qui coïncident bien avec certains profils, certains énéatypes. Moi, je vais vraiment aller faire des techniques de PNL qui sont des techniques réparatrices sur l'attachement. On va vraiment aller réparer les parties qui ont vécu ces troubles dans l'enfance. On va aussi développer des ressources pour que la personne elle puisse apprendre à s'attacher sainement ou apprendre à développer de l'indépendance, un peu plus d'autonomie sans être anxieuse ou au contraire apprendre à être un peu plus démonstrative. Voilà, donc c'est vraiment des accompagnements. Moi, j'utilise beaucoup la PNL pour ça parce qu'on a plein d'outils. Alors, différents cas de figure, soit vous avez envie d'être accompagné, vous avez un petit lien en dessous pour prendre des coachings avec moi, il n'y a pas de problème, je serai ravi de pouvoir vous prendre en séance. Ou si vous voulez vous lancer dans le coaching ou la thérapie, j'ai mon école Active PNL, mon école de coaching où je forme vraiment des personnes dans un cursus complet pour apprendre à être coach de vie. Voilà, ou si vous êtes déjà thérapeute et que vous voulez avoir des outils de la PNL pour accompagner aussi ce type de troubles, c'est tout à fait possible dans un parcours PNL. Ça va toi, t'es bien, hein, t'es bien attaché toi. Voilà, c'était la vidéo de la semaine. Surtout ce que j'ai besoin, c'est de vos commentaires parce que ma chaîne, j'ai besoin qu'elle puisse fonctionner et pour qu'une vidéo elle se fasse connaître, ben en fait elle est recommandée quand YouTube détecte qu'il y a beaucoup de commentaires. Donc mettez des commentaires même si vous marquez la vidéo était sympa, voilà, génial, ou si vous avez des choses à partager, c'est encore mieux. Dans tous les cas, sachez que je les lis et que j'y réponds. Voilà, abonnez-vous aussi à la chaîne pour avoir d'autres vidéos de ce type. À bientôt les amis.